Bonjour, ce cours est le dernier de notre cours bassin, le dernier et le sixième, euh, et il va être dédié à la diagénèse, c'est-à-dire l'ensemble des processus qui affectent un dépôt sédimentaire et le transforment en une roche sédimentaire solide. En termes de biographie, de bibliographie, s'il y en a qui veulent compléter ce cours, vous pouvez aller regarder le bouquin de Isabelle Cogent et Maurice Renard qui s'intitule Sédimentologie et qui est disponible à la liste du CAPES. Cette illustration-là, vous devez la reconnaître, c'est une très belle ammonite. On voit ces structures ici, ces sutures persillées, et c'est une ammonite pyritisée. On va revoir un petit peu ce processus de pyritisation qui est un processus de diagénèse précoce. On va en parler un tout petit peu par la suite. Alors, pourquoi est-ce que c'est le dernier de cette série que nous venons de faire? C'est parce que, donc, après avoir vu le mode de formation des bassins, d'un point de vue géodynamique interne et tectonique, puis le remplissage de ces bassins d'un point de vue plutôt sédimentologique, avec la genèse des particules, leur mode de dépôt, les différents types de roches. Eh bien, la dernière composante de ce qui va faire qu'un bassin a plus ou moins de ressources exploitables pour l'homme. Ces ressources peuvent être des nappes phréatiques qui contiennent de l'eau, ça peut être des réservoirs à hydrocarbures, ça peut être des couches de charbon, ça peut être plein d'autres choses. Mais cette dernière le dernier des processus qui va faire que le bassin sera ce qu'il est avec les caractéristiques et les ressources qu'il aura, c'est le processus diagénétique qu'il aura subi. Donc cette transformation du sédiment meuble déposé par les différents processus de transport qu'on a vus jusqu'à maintenant, en une roche solide avec une certaine porosité, une certaine minéralogie. Donc la diagénèse, elle est là, c'est les processus qui se déroulent entre le sédiment meuble une fois accumulé et la genèse d'une roche, d'une vraie roche, donc indurée, sédimentaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a rajouté ce cours? Il n'existait pas initialement dans ce module, c'est parce que on s'est rendu compte qu'il n'était pas enseigné dans votre cursus. Or, l'extrait du programme du CAPES 2017, j'imagine que ça n'a pas changé depuis, a inscrit à son programme les principales étapes de la diagénèse, avec comme consigne de mettre en relation la succession des processus diagénétiques avec les variations des paramètres physico-chimiques lors de l'enfouissement du sédiment. Donc dans le cours que je vais vous présenter, on aura cette grille de lecture aussi. Le plan que je vais suivre, c'est le suivant, une introduction, la diagénèse dite précoce, c'est celle qui se passe dans les premiers mètres, et puis la diagénèse d'enfouissement, celle qui se passe au fur et à mesure que les sédiments sont enfouis dans le bassin et soumis à des pressions et températures de plus en plus importantes. Si on essaye de placer la diagénèse dans un diagramme pression-température, voilà où est-ce qu'on se situerait. On se situerait très près du zéro, donc des températures inférieures à 200, je pense, on peut dire en gros, et des pressions des profondeurs en kilomètres qui vont, en fait, elles peuvent aller, là je fais pas ce que je veux avec la forme de cette loupe, mais les profondeurs, je vais faire comme ça, peuvent aller jusqu'à, donc là on doit être à 10 km, ouais, à peu près 10 km, c'est ce carré-là, la diagénèse. Ok.
Échelle de temps et de profondeur, donc temps, combien de temps ça dure la diagénèse? Eh bien ça dure, on verra, de 0 à plusieurs centaines de millions d'années, et les centaines de millions d'années, c'est le temps d'existence d'un bassin. Tant qu'un bassin est là, les roches peuvent subir des réactions de diagénèse, même quand la roche est indurée, si elle est changée, si sa position change, si elle s'enfouit, si la température augmente, si les fluides sont renouvelés et circulent, des réactions dites de diagénèse peuvent continuer pendant plusieurs millions d'années dans une roche. Et en termes de profondeur, eh ben, pour un gradient géothermique de type normal, on a un gradient de 20 à 40 degrés par kilomètre. Et si on est à 20 degrés ou 30 degrés par kilomètre, à 10 km, on est autour de 300. On atteint, vous savez que ce gradient a cette pente au début, dans la surface, puis il s'aplatit. On atteint très rarement 300 en base de bassin, même à 10 km. On est plutôt autour des 200-250 max. Voilà, là on va rentrer dans une série de plusieurs types de représentations de la diagénèse. Le premier type, avec ici la profondeur dans le sédiment, en mètres, enfin dans le bassin, 1 mètre, 1000 mètres, 2005, 5000, 7005, et on arrive à 10 ici. Vous voyez que la transition entre, dans ce cas-là, avec un gradient de température et de pression de 30 degrés par kilomètre et de 1 bar par 4 mètres, la transition entre la diagénèse et le tout début du métamorphisme se fait avant les 10 km, mais ça c'est essentiellement contrôlé par la température, ce qui veut dire qu'avec un gradient plus froid, on pourrait descendre à 10 km, la diagénèse pourrait descendre à 10 km. Les chiffres entre parenthèses indiquent qu'ils sont très variables, ces chiffres, et tout ce qui est diagénèse précoce, effectivement, est très très variable. Alors maintenant, si on rentre dans le découpage des différents types de diagénèse, la diagénèse précoce correspond ici au stade 1 et 2, qu'on verra sur le schéma suivant, et s'arrêterait à 1 mètre. Et puis, on a le stade 3 qui irait de 1 mètre à 1000 mètres, qui, en fonction des gens, rentre encore dans la diagénèse précoce ou non. Ça dépend de si la matière organique est encore soumise à des réactions de dégradation. Et moi, je fais partie de l'école où, enfin, par rapport à ce schéma, je fais descendre la diagénèse précoce bien plus profond, parfois jusqu'à 1000 mètres, parfois jusqu'à 100 mètres, c'est très variable. Et puis, on a la diagénèse tardive qui arrive ensuite, et cette diagénèse tardive, on peut aussi l'appeler diagénèse d'enfouissement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle n'est soumise, l'agent principal de contrôle, c'est vraiment l'augmentation pression-température. Ici, ce que vous voyez, c'est les caractéristiques principales du sédiment ou de la roche sédimentaire dans chaque phase diagénétique. Donc très près à l'interface au sédiment ou dans les sédiments de surface, il y a on le reverra, mais une forte porosité, c'est-à-dire que l'essentiel du sédiment est en fait constitué de fluide, de l'eau interstitielle, et on a un contact avec les fluides du milieu de dépôt, c'est-à-dire avec l'eau du bassin. Cette forte porosité ces eaux interstitielles des sédiments sont en contact avec l'eau sous-jacente du bassin, et donc il y a des échanges de produits chimiques entre les deux, dont l'oxygène. Ensuite, on a encore de l'eau interstitielle, mais elle est isolée des fluides du bassin. On est à quelques dizaines de centimètres. Et on peut avoir déjà un début de cimentation et de compaction à ce niveau-là. Dans le stade 3,
L'eau interstitielle peut être complètement différente de ce qu'il y a dans les niveaux au-dessus et de l'eau du bassin. Et on commence à voir apparaître des ciments chimiques et de la compaction qui peuvent réduire la porosité. C'est un peu plus intense que dans le stade 2. Et quand on passe dans le stade 4 de la diagénèse dite tardive, la porosité commence à être franchement réduite par des ciments chimiques et la pression de dissolution, on verra ça. On peut générer une porosité nouvelle, dite secondaire, si des fluides qui viennent de l'extérieur de la formation peuvent dissoudre certains éléments du sédiment ou de la roche sédimentaire. Et puis quand on descend vraiment en profondeur, on peut avoir des réactions de déshydratation des minéraux hydratés, qui sont des argiles dans ce cas-là, et des réactions de recristallisation. Donc voilà les processus principaux qu'on va regarder pour la diagénèse d'enfouissement. Et ici, les processus ne sont pas indiqués, on va les voir dans la slide suivante. Donc les processus de cette slide-là, en reprenant les stades 1, 2, 3 et 4, et diagénèse précoce, diagénèse d'enfouissement, présentés dans la slide précédente, vous indique l'intensité des différents processus. Donc ce qu'on voit, c'est que pour le stade 1, le processus principal, c'est la dégradation de la matière organique, avec une évolution précoce des carbonates et de la silice. Donc on va reparler beaucoup de cette dégradation de la matière organique. Enfin, en fait, on ne va pas en reparler beaucoup parce qu'on a déjà tout vu dans le cours cycle biogéochimique ensemble, mais je vous ferai un rappel de ça. Ensuite, le processus qui prend la suite, celui-ci, et qui domine au stade 2, c'est celui qu'on appelle l'autigénèse, où des minéraux précipitent à partir de l'eau de porosité. On y retrouve les sulfures, donc la pyrite, et typiquement tous les processus de pyritisation, et en particulier de l'ammonite qui était en photo dans la première slide de ce cours, sont liés à cette autigénèse, mais aussi l'opale, qui est un minéral de silice, et les éolites, qui sont une catégorie d'argile, qui peuvent précipiter dans les eaux de porosité à ce stade-là. Ensuite, le prochain processus majoritaire qui caractérise, dont le pic se situe au niveau du stade 3, c'est la redistribution du matériel sédimentaire par cimentation et concrétionnement. Donc on commence à dissoudre et reprécipiter. Enfin, dans le stade 4, les deux processus qui deviennent dominants sont la compaction, on verra ça, et la déshydratation, recristallisation des minéraux. Vous voyez que les limites entre ces stades ne sont pas du tout clairement définies, et que les processus, même s'ils sont dominants dans un des stades, se continuent dans les stades suivants. Donc on peut avoir des choses, et là cette compaction, même si elle est dominante dans le stade 4, elle existe déjà dans le stade 1. Par contre, les recristallisations poussées apparaissent assez tardivement parce qu'elles nécessitent de la chaleur qui n'est pas forcément présente avant. Ok, donc là, on a une liste des processus qu'on va couvrir les uns après les autres. Et on va commencer par regarder ce qui se passe dans la diagénèse précoce. Alors, tous ces processus de diagénèse précoce résultent essentiellement des modifications de la chimie de l'eau de porosité par la minéralisation de la matière organique qui change énormément la chimie. Donc c'est un processus biochimique. Et puis ça peut aussi se passer par infiltration dans l'eau de porosité d'eau exogène à celle du dépôt. Ça c'est surtout dans la phase 2. Et on va regarder ces processus par nature lithologique des composants de la roche. L'organique subit certains types de processus, les carbonates
en subissent d'autres, et les composants cyclastiques d'autres. Donc on va regarder ça par catégorie. On commence par la matière organique. Et cette matière organique, qu'on a appelée kérogène dans le cours cycle biogéochimique, dans la plupart des roches, elle est dite dispersée, elle est peu abondante en général. Son abondance varie la plupart du temps entre 0,1 et 1%, ou entre 0,5 et 1%. Mais malgré ça, elle peut avoir un impact assez fort sur la chimie des eaux de porosité. Ça, c'est parce que dès qu'elle est dans le sédiment, mais même avant dans la colonne d'eau, elle est dégradée par différentes générations de micro-organismes qui utilisent les accepteurs d'électrons présents dans le milieu. Donc ça fait une modification du degré d'oxydation du milieu et de son acidité. Et ces modifications ont un contrôle fort sur le flux et le recyclage des éléments concernés. Donc si on illustre, c'est quelque chose que vous connaissez aussi, avec la séquence de dégradation de la matière organique dans les sédiments. Ici, vous avez le petit cadre qui vous donne la concentration dans ces éléments dissous dans les eaux de porosité. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans le sédiment, on voit que l'oxygène disparaît parce qu'il est consommé par la respiration aérobie de la matière organique. Puis, ça génère des nitrites qui sont eux-mêmes réduits. Les nitrates, eux, sont présents, s'accumulent à partir de la disparition. Non, pardon, excusez-moi. Les nitrates, ça ne collait pas. Les nitrates, c'est cette couleur orange, donc ils sont présents dans la colonne d'eau. Leur concentration augmente alors que l'oxygène diminue parce qu'ils sont produits par la minéralisation de la matière organique qui contient de l'azote. Donc au début, quand il y a de l'oxygène, ça fait augmenter la concentration de nitrates. Et puis quand il n'y a plus d'oxygène, ces nitrates sont utilisés comme accepteurs d'électrons et donc ils disparaissent. Quand les nitrates sont en train de disparaître, on voit apparaître un ion de manganèse 2+, qui lui est produit par la réaction d'oxydation du manganèse dans la réaction de réduction des oxydes de manganèse qui permet d'oxyder la matière organique. Donc le manganèse apparaît à cet endroit-là et puis on le retrouve en dessous. Quand on a réduit tous les oxydes de manganèse, on se met à réduire les oxydes de fer présents dans le sédiment. Donc pareil, on voit un pic et puis une décroissance. Quand on a fini de réduire tous les oxydes de fer, on se met à réduire le sulfate et on voit apparaître du coup de l'H2S dans le sédiment. On voit qu'ici, l'H2S et le fer de plus s'excluent mutuellement, et ça c'est parce que à cet endroit-là, on a déjà vu, la pyrite précipite. Enfin, quand on a consommé tous les sulfates, on voit apparaître la méthanogénèse. Donc, toute cette séquence de dégradation de la matière organique modifie fortement la composition chimique des eaux de porosité, mais aussi la composition en oxyde, par exemple, du sédiment solide. Donc la pyrite. Donc cette pyritisation qui se passe ici, c'est lorsque l'H2S et le fer de plus se combinent pour précipiter un sulfure de fer. Alors la première forme à précipiter, c'est FeS. Et FeS lui-même réagit avec H2S pour donner FeS2, qui est la pyrite. Donc quand cette réaction se produit, le sédiment s'enrichit en sulfure de fer, il s'appauvrit en oxyde de fer, et puis il prend une couleur sombre.
Voilà les exemples, dont celui ici qui était donné dans la slide d'introduction de ce cours. Donc là, on vient de balayer très rapidement toutes les réactions de minéralisation de la matière organique et ce en quoi elles impactent la chimie des eaux de porosité. Et la conséquence la plus visible de ces variations de composition chimique, c'est la précipitation de pyrite. Je vous demande là d'aller compléter cette partie en travaillant sur le cours cycle biogéochimique. Maintenant, on va passer à ce qui arrive aux carbonates pendant la diagénèse précoce. Leur diagénèse est aussi liée à des changements de la chimie des eaux de porosité, mais pas au changement d'abondance des éléments qui sont sensibles au redox. Par contre, ce qui va affecter la stabilité des carbonates, c'est la dissolution ou la précipitation, ou encore la micritisation. Et ça, pour dissoudre ou précipiter, il faut modifier les équilibres chimiques de précipitation et donc jouer sur le pH et ou sur la pression partielle de CO2 dans les fluides. Et ça, on l'atteint aussi, enfin, ce qui permet de modifier ces choses-là, c'est aussi la minéralisation de la matière organique qui génère du carbone inorganique dissous. Ça génère du CO2 qui se dissout dans les eaux. Un petit rappel sur les différents types de roches carbonatées avec les calcaires bioconstruits ici, les calcaires bioplastiques ici, oolithiques et micritiques, donc très très fins. Un petit rappel sur les réactions chimiques et celles d'équilibre thermodynamique des carbonates, avec ici l'équation de bilan qu'on a écrit ensemble en cours déjà. Ici, l'équation standard avec le KS, le coefficient de solubilité. Et ce qu'on voit avec ce KS, c'est qu'il ne dépend que de la concentration en calcium dissous et de la concentration en ion carbonate. Ce KS n'est pas du tout le même en fonction des différentes espèces de carbonate, minérales de carbonate. Par exemple, l'aragonite est 2 fois plus soluble que la calcite, et la calcite magnésienne est 10 fois plus soluble que la calcite. Donc en fonction de la nature minéralogique des composants carbonatés de la roche, ils vont être plus ou moins sensibles à la dissolution ou à la précipitation. Alors quels sont les paramètres qui influent sur les équilibres de précipitation-dissolution? Ils sont résumés ici. Il y a le pH. Plus le pH diminue, plus la solubilité, le CaCO3 est soluble. La température, c'est pareil, plus la température diminue, plus le CaCO3 est soluble. La pression, c'est l'inverse, quand on augmente la pression, on augmente la solubilité du CaCO3. Et la pression partielle de CO2, c'est l'inverse aussi, quand on augmente cette pression partielle, on augmente la solubilité. Et pour ce dernier paramètre, si on revient sur cette équation, et surtout sur celle-là, on voit, il est assez logique, on voit que CO2 est ici. Si j'augmente la pression partielle de CO2, je vais déplacer l'équilibre dans ce sens-là, vers la dissolution. Alors, ces 4 paramètres-là ne prennent pas en compte l'abondance, enfin les teneurs en calcium et magnésium, qui eux peuvent changer si les fluides des eaux de porosité sont modifiés. Alors, dans le petit plan qui était donné là, on annonçait déjà que selon les zones et le type d'eau qui remplissent la porosité, météorique versus marine, la diagénèse prendrait des formes différentes.
On parle donc de quand on est dans une zone dite aérienne, où l'eau de porosité n'est pas complètement, l'eau ne remplit pas complètement la porosité, ou ne le remplit pas en permanence, et où l'eau est d'origine météorique, donc d'eau de pluie, on n'a pas les mêmes figures de diagénèse précoce que dans les zones dites phréatiques, où l'eau occupe toute la porosité tout le temps, que ce soit dans des eaux marines ou des eaux douces. Donc pour les carbonates, ces considérations-là, est-ce que la porosité est complètement remplie d'eau ou pas, et quelle est la nature de cette eau, marine ou douce, ou eau de pluie, impacte énormément la diagénèse, et c'est ce qu'on va regarder à partir de maintenant. Ici, un schéma qui permet de remettre toutes les zones dans l'une par rapport à l'autre. Donc, ce qu'on voit, c'est que la zone vadose ici, c'est tout ce qui se situe au-dessus de la première des nappes phréatiques. C'est une zone où les eaux de porosité ne sont pas complètement occupées par l'eau et où l'eau de pluie qui arrive à la surface s'infiltre et percole pour atteindre cette zone dite phréatique. Ensuite, on a une zone phréatique d'eau douce, c'est-à-dire que les eaux de précipitation ont rempli cette zone-là, jusqu'à ce qu'on arrive à une zone de mélange où ces eaux douces se mélangent avec l'eau marine et la nappe phréatique remplie d'eau marine. Donc on distingue cette zone vadose, la zone phréatique remplie d'eau douce et la zone phréatique remplie d'eau marine, et à la limite entre les deux, une zone de mélange. On n'est ici que dans des carbonates, donc on peut imaginer qu'on est par exemple sur un récif corallien qui est émergé, ou sur une plateforme continentale qui est émergée. Et on voit assez bien des figures de dissolution qu'on appellerait des karstes dans la zone vadose, et avec des gouffres, avec des zones de circulation préférentielle des fluides. Et puis dans cette zone phréatique, quand l'eau est présente en permanence, on perd ces cavités, elles disparaissent, elles n'ont plus lieu d'être. Ok. Alors, atoll et diagénèse subaérienne. Donc diagénèse subaérienne, on est vraiment dans ce cas de figure-là. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone-là? Eh bien, imaginons, vous avez un squelette en aragonite dans une boue, dans une matrice carbonatée. Si vous avez un flot d'eau élevé, donc vous êtes dans une zone où il pleut beaucoup, à ce moment-là, cette zone sera très sous-saturée par rapport à l'aragonite, elle ne contiendra jamais beaucoup de calcium, et l'aragonite va être totalement dissoute, et vous allez donc fabriquer une porosité de dissolution. L'endroit où le fossile était présent a complètement disparu, vous avez un vide, et on a vu ces choses-là dans le premier TP de paléontologie, dans le petit atelier dit taphonomie, on a vu plein de moules externes et parfois des moules internes alors que les coquilles elles-mêmes avaient disparu. À ce moment-là, on a ce vide. Parfois, le vide peut être comblé ultérieurement par un ciment. On avait aussi vu ça dans le TP taphonomie. Ensuite, on a un deuxième cas. Si le flot d'eau est faible, à ce moment-là, on est peu sous-saturé, et parce qu'on n'évacue pas, quand on dissout l'aragonite, on n'évacue pas les ions calcium par un grand flot d'eau, il reste sur place. Et donc on assiste souvent à une reprécipitation de l'aragonite dissoute en calcite. Donc microdissolution, ça veut dire que la dissolution se fait tout petit bout par tout petit bout, avec
en même temps une précipitation de calcite. À ce moment-là, on ne fabrique pas de porosité et on préserve la coquille, mais on a juste changé sa minéralogie. Donc si le flot est vraiment très très faible, alors qu'est-ce que je vois là? Dans la zone phréatique ici, on va reprécipiter en calcite qu'une partie. Et ici, dans la zone vadose, donc on va... Alors j'ai l'impression que c'est l'inverse. À mon avis, ils se sont trompés, ils ont inversé. Je pense que là, on est dans la zone vadose. Ouais, ils ont inversé les deux. Là, on est dans la zone vadose. Le flux est moyen. Et on a dissous, 50% de l'aragonite a été remplacé par de la calcite. Ici, on est dans un flux très faible, probablement dans la zone dite phréatique, et vous voyez qu'on a à peine commencé à générer les cristaux. Ok, maintenant, tout à l'heure, à l'instant là, on regardait ce qui se passait dans cette zone-là, la zone vadose, où on est sous influence de la diagénèse météorique. Alors, zone vadose et un petit peu zone phréatique. Maintenant, on va mettre tout ça en perspective à plus grande échelle, à l'échelle de toute la plateforme. On retrouve, comme dans le schéma initial, la fameuse zone de mélange, où on a des nappes phréatiques à eau marine, nappes phréatiques à eau météorique, la zone vadose, où on n'aura que des eaux météoriques, et la zone vadose marine, qui est soumise au battement des marées. C'est-à-dire que régulièrement, la porosité contient de l'air, mais l'eau est de l'eau marine. Ce qu'on voit là, c'est que la nature des ciments et des dissolutions, ici on parle que des ciments, mais la nature des ciments qui précipitent est très différente en fonction des zones où l'on se situe, avec dans la zone vadose des gros ciments, souvent translucides, qu'on appelle de la sparite, dans la zone, pardon, donc c'est des gros ciments de type sparite qui entourent de manière très régulière tout le contour des grains, et ça, ils sont dans la zone phréatique. Et ce qui se passe dans la zone phréatique, c'est qu'il y a de l'eau partout, dans toute la porosité, donc les ciments précipitent de manière homogène à la faveur de toutes les surfaces, donc autour de tous les grains. Par contre, quand on est dans la zone vadose, ici, ce qu'on observe, c'est plutôt ça. Là, il n'y a pas de l'eau présente en permanence, et l'eau, souvent, est limitée, elle reste que par capillarité, et donc sous forme de ménisque entre les grains, et les ciments précipitent là où il y a de l'eau, dans ces ménisques. La minéralogie, les cristaux qui précipitent sont encore de type sparite, c'est des gros cristaux de calcite. Quand on rentre dans la zone vadose de type marin, ici, au tout début, on a un ciment dit micritique, où il peut être microcristallin, ou donc c'est micritique à disposition microstalactitique. Là encore, comme on est dans la zone vadose, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de l'eau présente en permanence, donc on commence à voir apparaître des gouttes. Et vous voyez que ce ciment prend la forme à la fois des ménisques et des gouttes. Dans la zone vadose, qui est beaucoup plus proche de la mer et donc plus souvent immergée, le fait que le temps d'immersion soit plus grand permet à des cristaux un peu plus gros de pousser. Donc là, on commence à avoir des... Mais bon, ils n'ont pas le temps de devenir des grosses choses comme ça. Et puis, ils sont dans une chimie d'eau salée, donc là, leur forme est différente. On a des ciments fibreux. Et on voit encore ces dispositions microstalactitiques qui correspondent aux gouttes. Enfin, quand on est ici, dans la zone phréatique marine, on a ces mêmes ciments fibreux, mais ils sont répartis de manière homogène autour de tous les grains, puisque l'eau est présente partout.
Une autre illustration d'à peu près la même chose, avec ici ce qui se passe dans la zone phréatique, enfin, en haut, ici ce qui se passe dans la zone, et ici dans la zone vadose au-dessus, ici dans la zone vadose, ici un peu plus vers la zone phréatique, pareil, vadose, phréatique, et là on est 100% phréatique. Voilà. Encore des dessins des différents types de ciments qu'on peut observer, mais avec juste leur description. Et vous voyez que ça, là, on est typiquement ici dans la sparite, avec des gros cristaux en forme de dents. Ici une surcroissance où on a juste la croissance d'un minéral préexistant. Ici encore la sparite, c'est la même chose que là. Ici d'autres ciments de type bothrioïdaux qu'on retrouve sur les fonds quand il y a une sursaturation très importante. Là, les gouttes, les gouttelettes avec les ciments fibreux. Ici, les ciments fibreux isopaques que l'on trouve dans la zone phréatique marine. Les ciments isopaques que l'on trouve dans la zone phréatique météorique. Et ça, c'est intermédiaire entre ces deux cas. Voilà, d'autres illustrations. Ici, l'illustration de deux types de ciments. Donc les premiers ciments isopaques, plutôt bloquis, plutôt grosses calcites, que l'on trouverait dans une zone phréatique météorique. Et ces gros ciments qui viennent après ressemblent plutôt à des ciments un peu plus tardifs. Là, on identifie très clairement deux générations de ciments, une très précoce et une un peu plus tardive. Voilà, donc là on a beaucoup vu, on a un peu parlé de, pour reprendre le plan qui était là, de dissolution, de précipitation, et il nous reste à voir la micritisation dans les processus. Donc dissolution, on en a parlé ici, ici aussi, et ici. Ici, on a commencé à aborder la reprécipitation, et là, on a parlé que des ciments, donc ce qui précipitait, et de leurs différentes formes en fonction des lieux où ils précipitent. Et maintenant, on aborde la micritisation. Donc la micritisation, c'est le processus qui génère de la micrite. Et la micrite, c'est une boue très fine de carbonate de calcium. Donc quand je dis très fin, j'ai envie de dire inférieur à 63 microns. Donc pas du tout, on n'est pas dans... Ouais, on est fin, très fin. Et la question, c'est comment on génère cette boue. Il y a plusieurs écoles là-dessus, dont une qui se base sur l'observation de la mince. Et vous voyez ici que les bords des grains sont sont grisâtres. Et en fait, quand on regarde ça de beaucoup plus près, on voit que, et là on revoit ces bords grisâtres, on voit qu'en fait il y a eu des perforations, des micro-perforations de la surface de ce type-là, qui vont, et c'est cette micro-perforation qui fragmente en tout petits grains les bords, les bords des gros grains. Et ces tout petits grains vont donner la micrite. Donc ça, c'est un des processus imaginés pour la micritisation. L'autre, et c'est celui qu'on invoque surtout pour les roches de type calcaire lithographique qui sont constituées que de micrite, quand on n'est pas dans le cas de la craie, où c'est une accumulation de coccolithes, mais quand on est vraiment dans le cas de matrice micritique, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui proposent qu'en fait ce soit des
des microalgues ou des cyanobactéries qui précipitent soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de leurs cellules, des microcristaux de calcite. Donc il y a deux possibilités. Soit je dégrade par perforation les débris calcaires existants et je les réduis en poudre, soit je génère des microcristaux par activité biologique. Donc là, on est en train de rentrer dans des lames minces où on peut essayer d'observer tout ce qu'on a vu. Celle-ci, elle permet de résumer beaucoup de choses. Si je me concentre sur ce grain-là, dont la limite a l'air d'être ici, ou celui-là, dont la limite a l'air d'être là, celui-là, la limite est là, là, la limite a l'air d'être là, eh bien on voit ici les agglomérats de micrites qu'on a décrits précédemment, qui font le tour avec ces formes de microstalactitiques à cet endroit-là, ou de ménisques. Donc on était probablement, vu qu'on a ça, ces microstalactites, mais que quand même on a un tour complet, on était dans une zone marine, probablement, où le niveau, où on est parfois complètement immergé, parfois un peu émergé. Et donc ça, c'est la première phase, cette agglomération de micrites sur les bords. Et puis la deuxième phase, ici, on voit une génération de ciment très fin qui vient se rajouter à cette accumulation mitritique. Et enfin, au centre, des cristaux de carbonate de type sparite, de carbonate de type sparite. Donc sur cette slide, on identifie 3 types de précipitations de ciment successifs. Ceux-là, qui sont très précoces, ceux-là, qui sont un tout petit peu après, et enfin le remplissage final de la porosité. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, déjà, ça, c'est une coquille de brachiopodes. Hop, ça c'est une valve. Le foramen serait par ici. Ça, c'est la deuxième valve. Toc, 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 toc. Donc la valve qui porte le crochet est la valve dorsale, il me semble. Bon, ça c'est... Et vous voyez qu'à l'intérieur de ce brachiopode, ici, on a du sédiment, c'est normal, on est près du foramen, il y a du sédiment qui est rentré à la mort de l'organisme. Et à partir de là, on commence à voir des ciments. Donc on a ici des ciments fibreux, assez jolis, et puis très homogènes, qui ressemblent à de la diagénèse en milieu phréatique marin. Ici, on a quelque chose d'un peu plus bâtard, qui a l'air d'être un mélange de sédiments et de ciment en même temps. Et puis la dernière phase de cimentation ici, avec le remplissage du dernier vide par des gros ciments sparitiques qui ressemblent à de la diagénèse plutôt tardive. Un autre exemple. Alors ici, probablement que ce qu'on voit, c'est un grain qui a été partiellement micritisé. On voit bien les filaments. Et puis autour, un gros ciment. Et pour ces grains-là, celui-ci et celui-ci, on distingue en plus une petite couche de ciment sparitique. Donc là, peut-être 3 étapes: micritisation, ciment sparitique et gros ciment qui finissent de boucher toute la porosité. Ok, donc là, on a vu quelques images et on va passer à la dolomitisation qui est un autre processus de dissolution-précipitation qui se passe surtout au cours de la diagénèse précoce, mais pas que, on verra. Donc, essentiellement généré par diagénèse précoce et parfois en diagénèse tardive. Donc on verra ces deux cas. Dans la diagénèse précoce, qu'est-ce qui se passe quand on dolomitise? Il se passe qu'on remplace la calcite par de la dolomie. Donc on dissout la calcite et on précipite la dolomie.
Et les contextes où ça se fabrique, c'est ce qu'on va regarder maintenant, c'est dans les contextes de Sebkha, ou dans la zone de mélange entre les eaux météorites et les eaux marines. Il y a 2 zones, et on va surtout s'intéresser à ça parce que c'est le contexte le principal dans lequel on forme de la dolomie. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai pas d'illustration de ce qu'est une Sebkha. Donc, une Sebkha, c'est une espèce d'énorme lagon. Ouais, c'est une espèce d'énorme lagon, très peu profond. Donc, on a une hauteur d'eau très faible. Et les eaux dans ce lagon sont soumises à une évaporation intense. Donc, ce qui est représenté ici, c'est en haut la minéralogie qu'on observe, en bas le rapport magnésium sur calcium, et encore en dessous la concentration par rapport à l'eau de mer de différents éléments comme le magnésium, le chlore, le calcium, le sulfate. Et en bas, vous avez la représentation de cette sapka, avec ici le continent, ici cette étendue lagunaire, où plan d'eau, mais l'eau est très peu épaisse, hein, elle fait grand maximum quelques mètres, parfois quelques dizaines de centimètres. Une barrière ici, probablement plus ou moins récifale, et puis ensuite on passe vers la mer. Dans ces environnements-là, on a souvent des tapis algaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la mer rentre, quand on est à marée haute, on a de la mer qui rentre, et ces flèches-là représentent l'évaporation. Ici, ce serait de la pluie quand il y en a, mais dans les zones arides, il y en a très peu, et ces environnements-là et ces minéralogies-là se développent surtout dans les zones arides. Et puis, on a de l'infiltration des eaux dans le sédiment. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la chimie des eaux le long de cette sapka? Si on regarde le chlore qui nous indique l'évaporation, c'est-à-dire plus l'eau s'évapore, plus le chlore est concentré, on voit que par rapport à l'eau de mer, le chlore est concentré jusqu'à 10 fois l'eau de mer, toc toc toc. Bon, puis il peut être redilué, hein, ici il est redilué. Donc on trace bien cette évaporation de l'eau de mer qui concentre en ions l'eau qui reste. Du coup, on a aussi le magnésium qui croît, hein, comme le chlore, il est lui-même concentré. Là, on voit que le magnésium diminue beaucoup plus que le chlore, et ça veut dire qu'il est consommé. Et il est consommé par précipitation dans la dolomie, justement. La dolomie, on la voit, elle précipite là. Donc à partir de cet endroit-là, on voit que le magnésium diminue et on trace la précipitation de dolomie ou de magnésite, qui est carrément un carbonate de magnésium pur. Qu'est-ce qu'on voit d'autre d'intéressant? Eh bien, le gypse. Le gypse, c'est ce trait plein, ici, enfin, le gypse, donc le sulfate qui va rentrer dans le gypse. La composition chimique du gypse, c'est CaSO4. Donc vous voyez le trait plein, sulfate, il y en a très peu, 0, et puis là il y en a un peu plus, et là un peu plus. Donc ce qu'on voit au début, c'est que le sulfate est concentré, il se concentre en même temps que le chlore et le magnésium par évaporation, puis il baisse très vite. Et il baisse parce que il est consommé par réduction des sulfates. Et donc il reste assez bas tout le temps. Et ce qu'on sait par ailleurs, c'est que le sulfate, quand il est présent, inhibe la précipitation de dolomie. Et donc c'est assez intéressant de voir que la précipitation de dolomie se commence que quand la teneur en sulfate est basse. Sinon, dans les autres choses intéressantes à voir, ici, il y a le calcium, c'est ce pointillé là. Donc le calcium, contrairement au magnésium, lui, quand on évapore l'eau, n'augmente pas parce qu'il précipite tout de suite. On le voit, l'aragonite précipite dès le début.
Donc le calcium, lui, ne peut pas s'enrichir par évaporation parce qu'il est consommé par précipitation de l'aragonite. L'aragonite est le premier minéral évaporitique à se déposer avant le gypse et l'anhydrite. Donc on observe un début de séquence évaporitique avec l'aragonite, puis le gypse. Donc ça explique qu'il n'y ait pas de calcium au début, ni après. En fait, tant qu'on précipite aragonite et calcite, on ne voit pas de calcium. Et puis le calcium augmente là, se met à augmenter là, au moment où on arrête de précipiter ces minéraux évaporitiques. Et surtout, on arrête aussi de précipiter la dolomie et la magnésite parce que à ce moment-là, le calcium n'est pas repris dans la précipitation de ces minéraux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Le rapport magnésium sur calcium traduit, ici il augmente parce qu'on précipite le calcium et on concentre le magnésium, puis il redevient normal après. Donc là, ce qu'il faut retenir en termes de diagénèse précoce, c'est que l'évolution de la composition chimique de l'eau par évaporation et en même temps par réduction des sulfates, cette modification de la chimie des eaux induit des modifications de la minéralogie, dans le cas présent par précipitation de minéraux évaporitiques, aragonite et gypse, mais aussi par remplacement de la calcite par la dolomie et la magnésie. On enchaîne sur le deuxième mode de formation de la dolomie, et c'est celui de la zone de mélange entre la nappe phréatique météorique et la nappe phréatique et la nappe phréatique marine. Vous voyez que sur ces schémas-là, qui sont des schémas de stabilité des minéraux, avec en abscisse le pourcentage d'eau de mer dans la zone de mélange, et en Y l'index de saturation des minéraux calcite et aragonite en fonction du mélange. Et ce qu'on voit, c'est que l'index de saturation de la dolomie augmente, celui de la calcite augmente aussi au fur et à mesure qu'on a de l'eau de mer, mais il y a une zone appelée cette zone d'Aurag, où la dolomie est stable, on est au-dessus de zéro, donc elle peut précipiter, alors que la calcite n'est pas encore stable. La calcite deviendra stable bien après. Dans cette zone-là, la calcite, dans cette zone de mélange-là, la calcite sera donc dissoute, son log de son index de saturation est négatif, elle va donc être dissoute, alors que la dolomite est stable et peut précipiter. Donc on peut, dans ces cas-là, observer le remplacement de la calcite par la dolomie. Alors, on a fini sur les dissolutions précipitation des carbonates, on a vu ce qui se passe pour l'aragonite, la calcite et la dolomie, et maintenant on enchaîne sur les minéraux silicoclastiques, avec en particulier l'altération des plagioclases, qui est un minéral détritique silicoclastique typique. C'est celui pour lequel on a écrit la réaction d'altération des minéraux silicatés. Et ici, ce que vous voyez, c'est que ce plagioclase est par endroits recouvert, voire dans les fractures, remplacé par ces petites baguettes brillantes qui sont un minéral argileux appelé séricite. Et ce remplacement du plagioclase par ces minéraux argileux s'appelle la séritisation. Une autre néoformation d'argile au cours de la diagénèse précoce, c'est celle de la glauconie que vous voyez ici, en vert, ou ici. Et autour, ce que vous avez, c'est des grains de quartz, donc on est dans un grès, probablement un grès très fin ici. Et vous voyez ce minéral
vert, argileux, qui est la glauconie, et c'est un minéral typique de la diagénèse précoce. D'autres minéraux observés au MEB cette fois-ci, donc la smectite qui fait ces espèces de petits feuilles, de petits flakes, de petits cornflakes. La kaolinite qui fait ces petites tablettes empilées qui ressemblent un petit peu à ça commence à ressembler à du mica. Encore de la smectite ici et à une autre échelle et encore la kaolinite là. Donc smectite et kaolinite, deux argiles qui sont très souvent présentes en néoformation. Et enfin ce qu'on appelle la silicification précoce qui, en remplaçant les structures existantes, c'est-à-dire en faisant de l'épigénisation, vont pouvoir donner des fossiles. Nous, on l'a déjà vu en tout cas pour les fossiles silicifiés. Donc, on voit par exemple les arbres silicifiés quand on est en continent, dans les domaines continentaux. Ça se passe dans des calcaires lacustres, donc au niveau lacustre, quand la végétation est de type riche en silice. Vous savez que certains végétaux accumulent des oxalates de silice dans leurs parois pour se débarrasser de la silice quand elle est trop concentrée. Et ces oxalates, quand ils se dissolvent, libèrent beaucoup de silice qui peut aller précipiter au cours de la diagénèse précoce. Donc là, on est typiquement en milieu continental avec les arbres silicifiés, mais en milieu marin, on a ça aussi. L'exemple le plus frappant dans le bassin parisien, c'est celui des silex, qu'on appelle en anglais cherts, et dans la craie du bassin de Paris. Et donc là, la silice reprécipite de façon localisée. On a déjà vu ces silex. Elle reprécipite essentiellement dans les lieux de bioturbation. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi là et pas ailleurs, mais l'idée c'est que probablement ce sont des zones de circulation préférentielle où il existe des éléments qui permettent une nucléation de la silice. Alors cette silice, sa minéralogie, ou sa cristallinité plutôt, change au cours de l'enfouissement. Donc là, on rentre déjà un petit peu dans des considérations, on sort de la diagénèse précoce, on rentre un petit peu dans des considérations de diagénèse d'enfouissement. Vous voyez ici la diagénèse précoce, et puis la diagénèse tardive, avec une zone, la séparation entre les deux n'est pas claire du tout. Et on voit que la silice qui précipite dans les domaines de diagénèse précoce, c'est plutôt de type opale A, et puis qu'au fur et à mesure qu'on s'enfouit, on rentre dans l'opale-CT, puis on finit complètement dans le domaine du quartz quand on déshydrate cette structure cristalline-là. Voilà. Donc là, on rentre un petit peu dans la diagénèse d'enfouissement. Et puis, une espèce de figure de synthèse de tout ce qui peut se passer dans une roche silicoclastique, de la sédimentation jusqu'à la diagénèse tardive. Donc on reverra ça quand on rentrera dans la diagénèse tardive. Là, on va se concentrer sur ces deux premières slides. Donc, qu'est-ce qui sédimente dans un grès? Des grains de quartz, des grains de plagioclase, et puis des grains de mica, et parfois un petit peu de débris carbonatés. Donc, quartz, feldspath, muscovite, ça peut être un assemblage typique de grès de type arkose. Et puis quand on est au cours de la diagénèse précoce, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut avoir un peu de silice qui précipite autour des grains de quartz par nourrissage. Et puis on peut avoir la muscovite ou les micas qui s'abîment. Donc ici on voit que la muscovite, les feuillets de muscovite se séparent les uns des autres. On peut avoir un feldspath qui est partiellement dissous. Et puis on peut avoir la précipitation de ciment de calcite et on peut aussi dissoudre partiellement d'autres types de feldspath en les remplissant partiellement par de la kaolinite. La biotite, ici, elle,
va se transformer en kaolinite et sidérite. La kaolinite intègre la silice et l'aluminium, et la sidérite va stocker le fer qui était présent dans la biotique. La sidérite est un carbonate de fer. Ok, bon. Donc là, maintenant, on va passer à la diagénèse d'enfouissement, qui résulte, elle, essentiellement de l'augmentation de température et de pression. On va encore regarder successivement les principales lithologies des roches carbonatées. Donc les roches dites carbonatées, essentiellement dominées par des carbonates, les roches silicoclastiques et les roches carbonées. On n'a pas encore regardé dans la diagénèse d'enfouissement les roches très riches en matière organique, mais on va les regarder dans la diagénèse d'enfouissement.